Tout d'abord, je vais rapidement me présenter. Donc, moi, de formation, je suis saxophoniste classique. Donc, je ne suis pas du tout chanteuse pour le coup. Je suis musicothérapeute depuis bientôt 8 ans maintenant. J'ai été formée au sein de l'Université de Montpellier, à Dijon, mais aussi à Paris, dans le cadre du master d'art-thérapie. Tout ça pour vous dire que, voilà, le musicothérapeute, ça se travaille et il y a des études qui sont faites pour aujourd'hui en France. Dans le cadre de mon master, j'ai pu mener une recherche sur les 3 thèmes qui étaient donc la démence de type Alzheimer, la communication et la musicothérapie. Je ne reviendrai pas sur les 2 premiers thèmes puisqu'on les a abordés amplement jusque-là. Je m'arrêterai tout simplement sur la musicothérapie pour vous décrire rapidement ce que c'est. Donc c'est une pratique de soins, d'aide et de soutien qui consiste à prendre en charge des personnes présentant des difficultés relationnelles ou de communication. Grossièrement, c'est une triangulaire entre le patient, le thérapeute et la musique. Donc la musique n'est pas une fin en soi, mais bien un biais pour arriver à communiquer avec les patients. Et le but de la musicothérapie, c'est de favoriser l'expression dans le registre verbal et non verbal. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler beaucoup du registre verbal, je ne l'ai pas mis de côté, mais je vais plus développer mon intervention sur la communication non verbale, et c'est ce qui était développé dans ma recherche principalement. Donc cette recherche, elle est partie d'une prise en charge d'un monsieur que j'avais en travaillant en unité spécifique Alzheimer, avec lequel j'ai eu 84 séances. Et on s'était rendu compte avec l'équipe que après les séances de musicothérapie et même en séance de musicothérapie, ce monsieur avait plus de facilité à s'exprimer, tant dans le registre verbal que non verbal. Donc on était parti, on s'était posé la question à savoir si l'improvisation vocale qui était proposée en séance de musicothérapie pouvait favoriser la communication non verbale avec ce patient. Donc on s'était dit que c'était possible, d'une première hypothèse. On s'était dit qu'effectivement ce qui était fait, donc en séance de musicothérapie, ce monsieur il proposait des codes vocaux, donc des cellules musicales très courtes et très simples, qui étaient reprises par moi et qui étaient développées ensuite par lui-même. Et on s'était dit qu'effectivement, ce qu'il faisait en séance de musicothérapie pouvait être repris au quotidien avec l'équipe soignante. Voilà, on a développé cette recherche avec 2 autres patientes pour voir si effectivement c'était possible ou pas. J'ai utilisé la technique de communication sonore, c'est une technique de musicothérapie d'Edith Lecourt, qui se développe en 4 temps. Donc c'est tout d'abord un temps d'improvisation vocale sur 5 à 7 minutes, un temps d'improvisation qui est enregistré, après lequel on propose aux patients de s'exprimer librement, donc ils s'expriment soit verbalement, soit non verbalement. Ensuite, on lui propose de réécouter l'enregistrement de sa propre production vocale, suivi d'un nouveau temps d'échange. Donc ça a été fait pour les 2 patientes pendant 3 mois. 3 mois après lesquels j'ai proposé à l'équipe soignante d'utiliser aussi un maximum la communication chantée avec les patients. Donc je ne leur présentais pas ce qui était fait en séance de musicothérapie volontairement pour voir comment les patients s'appropriaient ces différents temps d'improvisation, mais plutôt de les laisser s'exprimer librement et de voir avec l'équipe comment ça se passait. Les différents outils d'évaluation dont on s'est servi, sur lesquels on s'est appuyé, c'est bien entendu les 3 études de cas, mais aussi les improvisations vocales. Alors pour des raisons de droit, on n'a pas gardé les enregistrements, et moi pour des raisons pratiques d'analyse, j'ai tout retranscrit musicalement pour pouvoir voir ce qui se passait au niveau musical, au niveau des improvisations. On s'est appuyé aussi sur une grille de la communication non verbale qui reprend, alors là je voulais laisser telle quelle, mais grossièrement elle reprend tout ce qui représente la communication non verbale. On n'a rien inventé, on s'est appuyé sur des grilles qui existaient déjà, en reprenant toutes les expressions principalement, et puis on avait laissé aussi, j'avais laissé volontairement une case pour mon propre ressenti qui pouvait altérer aussi l'analyse des séances. J'avais aussi une grille d'évaluation de la production vocale pour voir comment cette production évoluait dans le temps. Donc là, c'est au niveau musical, tous les items, c'est pareil, j'ai rien réinventé, j'ai repris ce qui existait déjà. Et en fin de recherche, il y a un questionnaire qui a été proposé à l'équipe soignante pour savoir à quel moment elles utilisaient, je dis elles parce que c'était une équipe de femmes à l'époque,
Elles utilisaient l'improvisation vocale, comment, pourquoi, comment le patient réagissait, qu'est-ce qu'il en faisait, essayer d'avoir un maximum d'informations. Les 3 patients de cette recherche étaient tous âgés de plus de 85 ans, ils étaient tous en stade modéré à sévère de la maladie d'Alzheimer. On leur proposait à tous une musicothérapie individuelle dans ce cadre-là, et le musicothérapeute est elle-même, puisque c'était moi pour les 3 prises en charge. Ce qu'on a observé, c'est, ce que j'ai observé moi en séance de musicothérapie, c'est le degré d'évolution des improvisations, voir comment ça évoluait de séance en séance, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis avec l'équipe, autant en séance de musicothérapie qu'au quotidien, on essayait de voir ce qui se passait au niveau de la communication non verbale. Ce qui n'était pas forcément facile à évaluer comme on a vu jusque-là. Donc le premier patient, c'est le patient pour qui il y a eu 84 séances au total. Donc c'est un monsieur, pour information, qui n'était pas né en France, donc qui a perdu ses capacités d'expression verbale en français très rapidement, qui s'exprimait en italien, langue que je ne comprends pas, que je ne parle pas. Donc il était important pour moi de communiquer autrement avec lui. C'est un monsieur qui était décrit par les équipes soignantes comme quelqu'un d'agressif, d'anxieux, de sourd, atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc c'était très compliqué de communiquer avec lui, mais qui était très sensible au sonore, donc les équipes me l'ont adressé pour cette raison-là. Ils m'ont laissé me débrouiller avec ce monsieur. Ça a été très compliqué au début parce qu'il y avait beaucoup de troubles du comportement, et puis petit à petit, il a accepté le cadre des séances. Je pense qu'il s'est fait aussi à ma présence auprès de lui, et la communication s'est faite. Les 2 premières séances ont été compliquées, et après, c'est lui qui a improvisé spontanément, vocalement. Je vous parlais de code sonore tout à l'heure. Pour ce monsieur, le code sonore, il a apparu dès cette séance-là. C'est un code sonore qu'il a inventé lui, qu'il a produit lui, que moi j'ai repris et qui reprenait spontanément de séance en séance, et qui, au bout de 6 mois de prise en charge en musicothérapie, a utilisé spontanément aussi avec l'équipe soignante. Donc c'était un bon moyen pour nous de communiquer avec lui, d'entrer en relation en tout cas. C'était un des moyens pour nous de rentrer en communication avec lui quand il était agressif notamment, ou quand il était fatigué ou douloureux. J'essaye de faire court. Donc là, c'est les tableaux en fait avant la prise en charge en musicothérapie, après la prise en charge en musicothérapie. Alors bien entendu, c'est pas grâce à la musicothérapie, mais on s'est dit que c'était aussi grâce à la prise en charge. La deuxième personne dont je vais vous parler, donc là les 2 dames dont je vais vous parler maintenant, c'est des dames qui ont été... Les séances dont je vais vous parler n'étaient que dans le cadre de la recherche. Donc il y a eu 16 séances au total. Pour les 2 dames, c'était des dames qui étaient âgées, qui étaient nées dans les années 20 toutes les 2, qui avaient à peu près la même histoire de vie, en tout cas semblable, avec 3 enfants, qui avaient des hauts postes à responsabilité. Donc Madame Aimée, là, dont je vous parle là, elle a été décrite par l'équipe comme étant quelqu'un d'anxieuse, mais qui avait de nombreuses mimiques faciales, et qui était très réceptive au monde sonore. C'est-à-dire que dès qu'elle entendait une petite mélodie, aussi petite soit-elle, elle la reprenait, elle improvisait dessus, et elle la gardait pendant un certain temps. Pour cette dame, le code sonore a apparu à la 3e séance. Elle a improvisé un court code qu'elle n'a pas forcément mémorisé et qu'elle ne s'est pas approprié tout de suite, mais moi je l'ai repris les 2 séances qui ont suivi, et elle se l'est approprié 2 séances après, où elle l'utilisait spontanément. Dès qu'elle entrait en séance, elle s'asseyait, là une fois la porte fermée, elle proposait spontanément ce code sonore, elle l'improvisait dessus. Donc elle n'avait plus besoin de moi, en tout cas pour amorcer cette communication. Mais par contre, elle n'utilisait pas ce code sonore avec l'équipe, elle en a utilisé d'autres. Alors on s'est posé la question de savoir si elle voulait exprimer la même chose ou pas. Voilà, des questions qui sont restées sans réponse. La dernière dame, donc pour le coup, cette dame, c'était celle qui avait le plus de capacité cognitive. Donc pour vous donner juste un ordre d'idée, les MMS de Monsieur Paul et Madame Aimée étaient inférieurs à 10. Pour cette dame, le MMS était à 20, donc elle avait gardé un certain nombre de capacités. Mais nous, on a pu se rendre compte dans ce temps de recherche qu'elle
Elle a proposé un code sonore à partir de la 5e séance, code sonore qu'elle n'a jamais mémorisé et qu'elle ne s'est jamais approprié. Donc il y avait toujours besoin que moi je réamorce ce code sonore et que je l'utilise pour qu'elle l'utilise aussi. En revanche, pour cette dame, la famille nous a fait un retour assez intéressant, on n'a pas pu l'exploiter davantage, mais la famille nous a dit que quand elle perdait un mot, quand elle avait un manque du mot, elle semblait remplacer ce mot par le chant. Donc elle improvisait spontanément, elle essayait de donner sens à son discours. Donc pour revenir à nos hypothèses, la première qui était qu'effectivement avec les patients atteints de démence de type Alzheimer, on peut créer des codes sonores et communiquer avec eux grâce à ces codes sonores qu'ils nous ont proposés. On s'est dit que c'était validé partiellement dans le sens où effectivement il y avait eu une cellule sonore qui avait été créée pour chaque patient, qui avait été créée par chaque patient, mais par contre il n'y en avait pas eu davantage, il n'y avait pas forcément de lien avec le quotidien. Donc on s'est dit qu'effectivement le cadre de musicothérapie était peut-être propice à ces échanges-là, mais en tout cas que les patients n'investissaient pas ce mode de communication au quotidien. La deuxième hypothèse qui était de dire que si c'était possible en séance de musicothérapie, c'était possible au quotidien, donc du coup elle a été aussi partiellement validée. Comme je vous disais tout de suite, hein, on n'a pas eu la possibilité de l'exploiter assez au quotidien, donc on s'est dit que... Bon, on s'est rien dit d'ailleurs, on s'est dit qu'en tout cas c'était pas le cas et qu'il aurait fallu peut-être continuer la recherche un peu plus pour voir où ça nous menait. Je ne développerai pas les intérêts et les limites de la recherche puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, voilà. Par contre, je vais aller au pratico-pratique, mais ces codes sonores qui ont été créés avec ces 3 patients n'ont pas servi à rien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont été propices à développer la communication non verbale avec eux, tant en séance de musicothérapie qu'au quotidien, mais ont surtout été utilisés dans leur prise en charge en fin de vie. On a une technique de musicothérapie qui consiste à créer une bande de relaxation pour pallier à la douleur et à l'anxiété, et ces codes sonores ont été inclus dans la bande sonore que j'ai pu créer pour ces 3 patients.